Mercredi 25 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision au sommet pour l'essentiel de l'actualité. Voici les titres. Communal 2025, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication répartit le temps d'antenne. Les partis politiques et candidats indépendants connaissent désormais leur ordre de passage sur les médias d'État après un tirage au sort supervisé par la HAC. Réunis en séminaire à Lomé les 24 et 25 juin, les parlementaires togolais sont sensibilisés aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiée. Une rencontre initiée par l'Assemblée nationale togolaise en collaboration avec la Fondation Brazzaville et le ministère de la Santé. 25 juin, journée mondiale du vitiligo, une maladie de peau encore méconnue. Elle touche pourtant 1 à 2% de la population mondiale. C'était les titres. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce mercredi 25 juin 2025 au tirage au sort de l'ordre de passage de diffusion et de publication des partis politiques sur les médias d'État. Prosper Agboklou, Richard Maï. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques, regroupement de partis politiques pour les communales du 17 juillet 2025 sur les médias publics, Radio Lomé et Radio Kara, la TVT, puis des radios désignées pour les candidats indépendants en présence des représentants des partis politiques. Le président de la HAC a présidé à la cérémonie. Conformément aux dispositions réglementaires et à la tradition, avant l'ouverture de la campagne, une cérémonie de tirage au sort en vue d'arrêter les dates et l'ordre de diffusion des interventions des candidats sur les médias publics est organisée. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication doit réunir les représentants dûment mandatés par les partis politiques ou regroupements de partis politiques et des candidats indépendants ayant fait acte de candidature de même que les journalistes et porter à leur connaissance les dispositions prises pour le dit tirage au sort en séance publique et les conditions d'une couverture médiatique de la campagne électorale. C'est donc pour se conformer à cette tradition républicaine que la HAC vous a convié à cette rencontre d'information sur les préparatifs de cette phase importante des élections municipales du 17 juillet 2025. La cérémonie de tirage au sort de ce matin est prévue par l'arrêté numéro 06/HAC/25/P du 11 juin 2025 fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics. Cet arrêté a été modifié hier, 24 juin, pour devenir l'arrêté numéro 011/HAC/25/P, donc du 24 juin 2025. Ceci pour tenir compte ou adapter cet article à la proclamation des candidats ou à la validation des candidats par la Cour constitutionnelle. Maître Sama Pocho, l'huissier de justice, a conduit le tirage. Il résulte de la procédure 3 passages et 3 reportages d'1 minute au détriment des entités sur les médias d'État, à l'exception de UNIR, UFC et ANC qui ont positionné plus de candidats sur le territoire. Pour UNIR, c'est 5 minutes, puis UFC et ANC 3 minutes chacun. À Togo Presse, c'est 1/8 de page pour les uns, mais une demi-page pour UNIR et un quart de page pour UFC et ANC. La campagne pour les élections communales sont fixées, ainsi que toutes les dates concernant les passages et publications, du 1er au 15 juillet 2025 pour la campagne électorale, puis du 1er au 14 juillet pour le reste. C'était un reportage de Prosper Agboklou et de Richard Maï. Lutter contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, c'est l'objectif du séminaire qu'a organisé les 24 et 25 juin 2025 l'Assemblée nationale togolaise en partenariat avec la Fondation Brazzaville et le ministère de la Santé à l'attention des députés. Firdaus Orosalim pour les précisions.
Face à la menace croissante des médicaments falsifiés, les parlementaires participent à un séminaire sur la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés PMKIF, organisé par l'Assemblée nationale en collaboration avec la Fondation Brazzaville et l'État togolais, représenté par le ministère de la Santé. Ce séminaire vise à sensibiliser les parlementaires sur les risques sanitaires posés par les faux médicaments, d'examiner les efforts nationaux pour contrer cette menace et d'explorer les opportunités offertes par l'initiative de Lomé. Les travaux ont été ouverts par Sévan Tepe Kodjo Adédié, président de l'Assemblée nationale, en présence du professeur Tindare, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et de Foulo Bassé, directeur général de la Fondation Brazzaville. La session a regroupé des députés, des experts de la santé publique, des représentants du secteur pharmaceutique ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les experts, durant le séminaire, ont dressé un état des lieux alarmant. Ils ont indiqué qu'en Afrique, près d'un médicament sur 5 est soit contrefait, soit de qualité inférieure et donc non conforme, ce qui constitue un risque important pour le système de santé publique sur le continent. Cette rencontre constitue une aubaine pour présenter aux députés l'initiative de Lomé, lancée en 2020 avec pour objectif majeur de renforcer les législations nationales à travers la mise en place de sanctions pénales sévères et d'adhérer aux instruments juridiques internationaux pertinents, notamment la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe, la Convention de Palerme des Nations Unies organisé et le traité instituant l'Agence africaine du médicament. Pendant 2 jours, l'Assemblée nationale, à travers cette initiative, renforce l'appropriation de tous ces instruments par les députés, lesquels permettront d'assurer leur implication dans la lutte contre les médicaments contrefaits pour une meilleure protection des populations. Pour approfondir ce sujet, nous recevons ce soir M. Foulo Basse, directeur général de la Fondation Brazzaville, qui a répondu favorablement à l'invitation de la rédaction de la télévision au sommet. M. Foulo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous gratifier de votre présence. Tout le plaisir est pour moi de m'avoir avec vous ce soir et puis d'essayer, comme vous l'avez dit, d'approfondir ce sujet qui nous tient tant à cœur, étant au cœur de la préoccupation numéro 1 de la Fondation Brazzaville que je dirige. C'est un plaisir partagé en tout cas. Alors tout de suite, première question, déjà, que pouvons-nous retenir de ces jours de séminaire? Que nous devrions retenir ce soir, au terme des 2 jours de débat, d'échanges et de questions-réponses, c'est premièrement d'avoir porté la parole aux représentants du peuple pour lequel la Fondation Brazzaville, aux côtés de l'État du Togo, en particulier le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en son sein la DPML, eh bien, c'est de dire que nous avons essayé d'éclairer au mieux possible la connaissance des représentants du peuple, les honorables députés, sur cet enjeu de soi-disant médicaments, mais qui en réalité qui tue. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, au regard des questions, au regard à la qualité des débats, nous pouvons retenir la chose suivante, c'est que cet éclairage étant fait, je pense que le relais attendu et normal du peuple, quand ces honorables députés repartiront chacun en ce qui le ou la concerne, dans sa circonscription, pourra traduire sur le terrain ce que nous avons échangé en termes pas seulement de conseils, mais de plaidoyer et surtout d'éclairage pour ce que ça doit être auprès du peuple. Alors, l'Afrique est vraiment touchée par ce fléau. Un médicament sur 5 serait falsifié. Déjà, d'où viennent ces chiffres et comment on en arrive là? Alors, c'est même plus grave que ça, selon les statistiques que nous avons. C'est-à-dire que le propre du faux, le propre du trafic et de la contrefaçon, c'est qu'à aujourd'hui, nous avons très peu de données fiables là-dessus. Okay. C'est l'un des chantiers monstrueux sur lequel il faut se battre, documenter nos états et sur la capacité
de pouvoir donner une information fiable là-dessus. Mais il se dit, selon les statistiques les plus alarmantes, il se dit, selon plusieurs études, qu'un médicament sur 2 en circulation en Afrique est soit contrefait, soit falsifié, soit faux, soit de qualité inférieure. Qualité inférieure, c'est autre chose. Mais on ne va pas entrer dans les débats techniques. Ce qu'il faut retenir, ça c'est l'autre point que je souhaitais souligner pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est de dire, à partir de ce soir, le deuxième message majeur qu'il faut porter, c'est que, quoi qu'il arrive, qui que ce soit, quand on a besoin d'un médicament, la première réaction qu'il faut avoir, c'est de se diriger directement vers une officine officielle, à savoir une pharmacie dûment établie sur le territoire national. C'est l'une des meilleures méthodes et l'une des meilleures façons et la meilleure attitude à avoir face à ce fléau. Alors, au cours du séminaire d'aujourd'hui, il est ressorti que même dans certaines pharmacies, il arrivait qu'on trouve peut-être certains médicaments qui sont falsifiés. On n'est pas prémuni de toute, toute prévention. C'est-à-dire, vous avez le circuit officiel, et il peut se passer que, pour X raisons, ce circuit officiel puisse être infiltré par des malfaisants qui introduisent par ce biais-là des produits souvent ce qu'on appelle des reconditionnés, c'est-à-dire que des produits qui devraient théoriquement sortir du circuit parce que périmés ou parce que X raisons, parce que n'ayant pas respecté à un moment donné la chaîne d'approvisionnement, il y a une rupture par exemple de la chaîne de froid, et que le produit a perdu sa substance et à un moment donné la molécule n'est plus la même, et il peut se passer que par ce système de re-emboîtage, on emboîte de nouveau, on met dans de nouvelles boîtes, on met des nouvelles dates de péremption, eh bien, il peut, dans ce cas de figure que vous venez de citer, c'est tout le monde qui est trompé. Et le pharmacien... Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir pallier à ce fléau-là, surtout au niveau des pharmacies? En tout cas, au niveau national, théoriquement, on n'entre dans le pays qu'un produit ayant répondu à un certain nombre de critères, en particulier une autorisation de mise sur marché, une AMM. Pour obtenir une AMM, on répond à une série de critères et d'obligations à remplir, scientifiques et administratives, pour répondre à ça. Mais on n'est pas à l'abri de gens mal intentionnés et qui s'équipent et qui s'outillent et qui sortent à des contrôles. On ne peut pas dire à 100% que ce n'est pas possible. Alors, l'initiative de Lomé est au cœur de ce séminaire. Déjà, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et également son impact sur l'échelle continentale? Alors, tout est parti d'un constat et d'une volonté. Une volonté. La volonté du chef d'État, en particulier le chef d'État du Togo à l'époque, président du Conseil, le président du Conseil à l'époque, président de la République, effectivement, qui, le 18 janvier 2020, avec l'impulsion quelque part de la Fondation Brazzaville, lance ici même à Lomé cette initiative qui a regroupé au départ 6 chefs d'État, donc 6 nations, qui se sont engagés par une déclaration dont ils étaient signataires, qui se sont engagés à s'organiser et à s'outiller, à se structurer pour mieux lutter contre ce fléau. Véritablement, pour le qualifier comme tel, c'est un fléau qui stabilise des États et qui, par ricochet, devient véritablement un danger, plus qu'un risque, mais un danger du point de vue économique, du point de vue humain, du point de vue de l'écosystème social et sociétal. Et à ce titre-là, qui mérite que tout le monde, collectivement et individuellement, on se retrousse les manches pour s'y attaquer frontalement, bien sûr, mais aussi en s'organisant. Alors, en quoi ça consiste? C'est les 6 États membres signataires de départ désignent le Togo comme État pilote. Et désignent la Fondation Brazzaville comme chef d'orchestre technique pour apporter le soutien
techniques nécessaires pour mener à bien deux choses majeures. Le premier point, c'est comment est-ce que collectivement nous allions modéliser un objet qui va permettre d'outiller les États. Aujourd'hui, à l'époque, on se cherchait. Et ce plan national, il faut le noter, a été institué par l'OMS en novembre 2023 et comme étant un modèle. Aujourd'hui, il y a des modèles qui sont définis par cette organisation internationale. Ça, c'est le premier accomplissement. Premier accomplissement que l'initiative de Lomé a réussi. Le plan national a été élaboré, construit, livré à l'État, approuvé par l'État. Et après cette approbation, la Fondation Brazzaville et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont co-organisé deux comités techniques successivement, le premier en juillet 2024 et le deuxième en décembre 2024, pour faire quoi? Pour essayer, et c'est ce qui a été fait, de challenger le travail fait et en formulant des recommandations concrètes sur sa mise en œuvre opérationnelle la plus efficace possible. Et donc ça, c'est maintenant disponible. Et le deuxième point sur lequel était missionnée l'initiative de Lomé, c'est d'aider les États à structurer, organiser ce que doit être une agence de régulation des produits médicaux d'une manière générale. Et c'est ce qui a été fait aussi de ce point de vue-là. Alors, on sait qu'il y a des conventions telles que Medicrim ou Palerme. Déjà, quels sont les freins ou résistances à l'adoption d'une législation face à ces différentes conventions-là? Alors, Medicrim, c'est une convention internationale comme les autres. Les législations sont d'abord, on va dire, nationales. Il se trouve que ce n'est pas véritablement des résistances, mais c'est des approches où il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques, nos façons de réguler et de réglementer ce qui doit entrer dans nos pays ou pas. Eh bien, il se trouve que la Convention internationale Medicrim, qui est portée par le Conseil de l'Europe, criminalise deux choses majeures. La commercialisation des organes humains et la commercialisation des produits faux, il faut les qualifier comme tels, qui tuent par ailleurs. Et donc, cette convention Medicrim, elle s'adresse pas principalement, elle s'adresse aux États eux-mêmes, signataires. Et ensuite, qui génère derrière un accompagnement, un engagement international. Donc, le principe, c'est le suivant. Elle doit être signée par l'État. Ensuite, elle doit être ratifiée par les parlements, les assemblées nationales des pays concernés. Dans le cas du Togo, la convention Medicrim a été ratifiée, n'a pas encore été, une erreur majeure, a été signée, mais n'a pas encore été ratifiée. D'accord. J'ajoute que Donc ça c'est la convention de Medicrim. D'accord. J'ajoute que l'organisation qui porte Medicrim, le secrétariat de Medicrim, avec la fondation Brazzaville, sont en train d'arriver vers la formalisation d'une convention qui va nous permettre d'avoir à disposition des experts, une expertise pour accompagner les agences dans leur appropriation pleine et entière de leur nouvelle mission souhaitée par les États en tout état de cause. Alors, dernière question, Monsieur le Directeur général. Que peut attendre concrètement le citoyen togolais de ce type de séminaire? C'est-à-dire en quoi cela peut impacter, peut influer directement sur la vie quotidienne du citoyen lambda? Deux choses majeures, à mon avis. La première chose, c'est la prise de conscience. Il s'avère que moins on sait, plus on s'expose parce qu'on ne sait pas. Eh bien, ce genre de séminaire, il faut le noter, à la connaissance de tous nos partenaires. Il s'agit là d'une grande première où les représentants d'un peuple, en l'occurrence du Togo, ont invité ceux qui sont en train de travailler sur ce sujet majeur de venir leur exposer l'état d'avancement du travail qui leur est confié, qui leur a été confié il y a 5 ans. Et je pense que le citoyen lambda que je suis, que vous êtes,
attendrait d'un séminaire comme celui-là, lui aider à comprendre au mieux possible les enjeux, les opportunités, bien sûr, que ça donne au pays de bien se structurer pour aller vers ça. Mais surtout, les risques auxquels on s'expose lorsque on va vers des produits de cette nature-là. Et je le répète, ce sont des molécules, ou des fois pas molécules du tout, mais qui tuent. Okay. Qui tuent, et qui sont très graves, et dont la puissance financière, ça il faut le dire, est en mesure, et le fait dans certains cas, de déstabiliser des États entiers. Merci beaucoup, M. Follo. Merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer pour une première fois à votre chaîne de télévision. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Brazzaville. Vous restez avec moi pour la suite de cette édition. Merci. Le 25 juin marque la journée mondiale du vitiligo, une occasion de reconnaître et d'accepter les différences, en particulier celles qui touchent la peau. Qu'est-ce que le vitiligo, les causes, les traitements possibles? Réponse dans ce sujet de Bamadjeri. Chaque année, le 25 juin, le monde célèbre la journée mondiale du vitiligo, une occasion cruciale pour sensibiliser le grand public à cette maladie de la peau encore trop méconnue, mais aussi pour combattre les stigmatisations dont souffrent ceux qui en sont atteints. Ils sont environ 1 à 2% dans le monde à voir leur peau se dépigmenter lentement par petites taches blanches qui s'étendent. Longtemps incompris, le vitiligo fait aujourd'hui l'objet de recherches et d'un changement de regard progressif. Les scientifiques ne connaissent pas encore la cause exacte du vitiligo, mais plusieurs facteurs semblent en jeu. Le vitiligo est une maladie de la peau qui est caractérisée par l'apparition de taches blanches et qui est due à l'absence de mélanocytes, ces cellules-là qui sont responsables de la pigmentation de la peau. Il n'existe pas de traitement définitif pour guérir le vitiligo, mais plusieurs options permettent de stabiliser ou de repigmenter la peau. Concernant le traitement de la maladie, on peut faire recours à des crèmes, au laser et même parfois à la greffe de peau. On peut faire recours à des techniques de camouflage. Sur le plan esthétique, on peut camoufler afin d'uniformiser la peau et pour permettre à la personne d'avoir une qualité de vie meilleure. Il faut hydrater sa peau avec une crème hydratante quotidiennement et selon le type de peau que vous avez. Il faut éviter une exposition au soleil prolongée car les rayons du soleil entraînent un vieillissement précoce de la peau. Il faut s'hydrater au besoin, c'est-à-dire boire de l'eau. La journée mondiale du vitiligo n'est pas qu'une date symbolique. C'est un appel à l'empathie, à l'information et à l'action collective pour une société plus inclusive. Le vitiligo ne fait pas mal, mais l'indifférence et les jugements, eux, peuvent laisser des cicatrices. Le plus grand traitement, au-delà de la science, reste peut-être celui que chacun peut apporter. Un regard bienveillant et informé. La saison des arachides bat son plein au Togo, mais la filière arachidière rencontre de nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les commerçants. Réponse dans cet élément de Bamadjeri. La saison de l'arachide bat son plein au Togo. Fruit d'une tradition agricole séculaire, ce petit fruit à coque est bien plus qu'une simple graine. Il est le pilier économique de milliers de familles. Pourtant, derrière les étals bien garnis et les sacs empilés au marché se cache une réalité complexe marquée par des coûts élevés, des pertes commerciales et des défis logistiques accablants. Les commerçants se rendent dans les zones rurales pour acheter les sacs directement aux producteurs. Là commence le premier défi. Entre l'achat à la source et la vente en ville, chaque étape engendre un coût. Nous nous approvisionnons dans les villages de noix de coco chez ceux qui sont dans les fermes. Les sacs rayés sont à 40 000 francs et les sacs que nous appelons communément les sacs en fer sont à 50 000 francs. Avant de rentrer avec la marchandise à l'ONU, on fait des dépenses. Le ticket de préfecture nous coûte 500 francs par sac. Le trajet, 2500 francs. 500 francs à la personne qui ramène la marchandise de la ferme à la voiture, 200 francs par sac pour celles qui s'occupent du chargement et le même prix pour celles qui feront
le déchargement une fois arrivé. Ces charges finissent par gonfler le prix de revente. Mais le consommateur final, lui, ne voit que le prix affiché et hésite à payer plus cher. Après les comptes, les dépenses dépassent les prévisions. Bien qu'on fixe le prix du bol à 1200 francs, les acheteurs trouvent que c'est cher. Malgré qu'on l'a ramené à 1000 francs, ils se plaignent toujours. D'autant plus qu'eux aussi iront les revendre. C'est dans ça qu'on est. Et comme vous pouvez le voir, on a du mal à écouler la marchandise. Cette flambée des prix. Travailler dans le commerce de l'arachide n'est pas sans embûches. Les commerçantes rencontrent plusieurs difficultés majeures. Premièrement, la flambée du prix des sacs d'arachide est due au manque de pluie dans les fermes et villages. Ensuite, pour revendre, ça revient encore plus cher parce que d'après les acheteurs, le conservateur qu'ils achetaient entre-temps à 200 francs est à 500 francs aujourd'hui. Or, les arachides sont des denrées périssables. Elles ne résistent pas trop longtemps à la chaleur. C'est pourquoi nous les exposons au soleil. Une fois sèches, on pourrait les revendre, mais sans retrouver la totalité de notre prix d'achat. Malgré les difficultés, le commerce de l'arachide représente un pilier de femmes en Afrique de l'Ouest. Dans les étals, chaque arachide vendu raconte une histoire de courage, de résilience et de persévérance. Place à présent à l'actualité sportive. Le leadership des femmes, tel est l'objectif de la conférence organisée par la Confédération africaine de football du 18 au 20 juin 2025 au Caire en Égypte. Le compte rendu de Prosper Agbokou. La sélectionneuse des éperviers dames, Kai Tomiti, a pris part à un événement panafricain de grande envergure, le programme Emperor Hair Leadership des femmes dans le football, organisé par la Confédération africaine de football du 18 au 21 juin au Caire en Égypte. À travers ce programme, la CAF entend soutenir l'ascension des femmes au poste de décision dans l'univers du ballon rond, outiller des dirigeantes actuelles et futures avec des compétences en leadership, communication, stratégie, résilience et prise de parole en public. L'événement avait réuni des actrices clés du football africain venant de tout le continent dans un cadre d'apprentissage. Réseautage. Kai Tomiti a eu l'occasion d'échanger avec d'autres dirigeantes, à l'instar de Bestine Kazadi Ditabala, vice-présidente de la CAF, Jessica Motong, directrice commerciale de Kaiser Chiefs, ou encore Sarah Mukuna, directrice des associations membres de la CAF. Durant les 3 jours de l'atelier, les participantes ont abordé des thématiques sur l'histoire de soi, l'identification de ses forces, la pratique du style de leadership, et le travail avec les autres. Des experts tels que Laurie Roberts et Ruth Shaw ont animé les sections interactives dans le but de renforcer la capacité des participantes à impulser les changements durables dans leur contexte respectif. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Monsieur le directeur général, merci de nous gratifier encore une fois de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de nos programmes sur les antennes de la télévision. Au sommet.